Salut, c'est Trado, content de vous retrouver avec la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du CAC 40 et du Nasdaq. On va faire un petit tour des news qui ont agité la sphère financière aujourd'hui et qui pourraient avoir un impact pour la suite. On va également voir une stratégie que j'aimerais partager avec vous. Mais avant tout, je vous remercie pour l'accueil phénoménal que vous avez réservé à l'ouverture ou la réouverture du Club des Tradosoriens. Vous êtes des dizaines et des dizaines à nous avoir rejoints aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier ou si vous voulez savoir de quoi il s'agit, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai publiée hier. Et de toute façon, en dessous de la vidéo que vous écoutez, vous avez un lien pour aller consulter ce qu'est le Club des Tradosoriens et comment il pourrait éventuellement vous aider à progresser. Donc les actualités du jour, c'est assez simple, ça a été des passes d'armes, passes d'armes et passes d'armes. C'est pour ça peut-être que le SP500 et le Nasdaq perdent un peu de terrain. Passe d'armes entre Trump et Powell. Trump qui dit je vais me débarrasser de toi et j'ai déjà une idée de qui je vais mettre et ça va pas traîner pour les taux d'intérêt à la baisse. Il y a Powell qui a dit aujourd'hui s'il n'avait pas Trump fait sa petite cuisine au niveau des droits de douane, j'aurais déjà baissé les taux d'intérêt. Et les marchés, en fait, le problème, c'est qu'ils savent même pas ce qu'ils veulent. Parce que le problème, c'est que oui, les taux sont élevés aux États-Unis. Oui, la Fed a pris du retard par rapport à la BCE et d'autres. Mais le problème, c'est que la Fed est déjà en train de gérer des records historiques. Sur le CAC 40, on n'est pas sur des records historiques, mais sur le SP500 et le Nasdaq, on est déjà sur des records historiques. Okay, en plus, l'immobilier atteint des prix records. Alors, c'est très inégalitaire parce qu'on sait très bien que les nouveaux accédants sont pénalisés. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il n'y a pas que les primo-accédants dans le marché immobilier. Donc, le marché immobilier ne se porte pas si mal. Le marché de l'emploi, il y a eu la statistique sur les ouvertures d'emplois, les créations d'emplois, les emplois non comblés aujourd'hui et finalement il y a eu plus de création d'emplois et les JOLTS sont plutôt positives. Ça veut dire qu'il n'y a pas de récession évidente en vue, même si effectivement il y a d'autres signes qui sont peut-être un petit peu plus inquiétants, mais globalement on ne peut pas conclure à un ralentissement fort de l'économie. Et on se dit, attends, on est déjà sur des niveaux records sur à peu près tout et on va baisser les taux d'intérêt, ça va être la surchauffe. Ok, et si c'est la surchauffe, là on risque d'avoir des problèmes d'inflation qu'on n'avait pas avant, etc., etc. Donc en même temps que certains savent que les taux d'intérêt doivent baisser pour faire plaisir au marché, d'autres se disent mais à quoi ça sert de baisser les taux d'intérêt quand on est sur des niveaux records et que l'emploi va bien, quoi. Donc voilà, donc de l'incertitude et passe d'armes aussi entre Trump et le Japon. Trump qui a dit qu'il pensait pas qu'ils allaient pouvoir trouver un accord avant, vous savez, le 9 juillet à surveiller de près, hein, c'est la fin de la période d'attente avant la fameuse hausse des droits de douane, hein. Et bon, Trump a tordu le bras du Japon en disant je pense pas qu'on va trouver un accord, ils vont se prendre 30-35% dans les dents, ça va leur apprendre. Contrairement aux gentils indiens avec qui on devrait trouver un accord. Bon bref, Trump a fait du Trump, jeté un peu d'huile sur le feu et les marchés se demandent ce qu'il faut penser de tout ça. Donc dans l'attente, hein, le SP500 perd symboliquement 0,11% et le Nasdaq par contre lui a perdu quasiment 1%. Ok. Donc revenons à notre SP500. Alors pas de backtest aujourd'hui parce que c'est trop compliqué à backtester. Je veux simplement que vous compreniez ce setup. L'idée est la suivante, c'est que lorsque les marchés se comportent normalement, on clôture entre les bandes de Bollinger. Okay. Avant que j'oublie, je l'ai sous les yeux, croisement M50, M200 sur le SP500. On l'a backtesté il n'y a pas si longtemps, je crois, mais c'est un signal qui est positif, j'y reviendrai plus tard si je vois que je ne l'ai pas backtesté, parce que je me souviens plus si j'avais fait sur le SP500. C'est ce qu'on appelle la croix dorée. Okay, et ça fonctionne, spoiler. Donc l'idée c'est que généralement les clôtures se font entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure. Et puis il arrive que ce soit pas le cas. Ok, quand ça c'est pas le cas, et bien vous allez clôturer soit au-dessus de la bande de Bollinger, comme c'est le cas, soit en dessous de la bande de Bollinger, comme c'est le cas ici, soit au-dessus de la bande de Bollinger, comme c'est le cas là par exemple, ou de manière plus évidente ici. Et j'ai un setup par rapport à ça, qui est un setup de retour à la normale si vous voulez.
Et l'idée, c'est qu'on sort des bandes de Bollinger dans des périodes exceptionnelles, mais très rapidement, lorsque la période exceptionnelle s'arrête et que l'on réintègre les bandes de Bollinger, comme c'est le cas par exemple sous vos yeux ici, eh bien on va chercher la M7. On descend jusqu'à la M7. Alors attention, il y a beaucoup de nuances à prendre en considération. Nuance numéro 1, parfois c'est les cours qui descendent jusqu'à la M7 avant de repartir. Parfois c'est les cours qui latéralisent et qui attendent la M7, comme ça a été le cas ici. Un autre exemple, vous voyez, on est sorti là. Et là, on est allé chercher la M7. Là, on est sorti ici, on a réintégré les bandes de Bollinger et puis contact avec la M7. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une récurrence statistique ici, c'est que le mouvement ne peut pas repartir, entre guillemets, avant que d'avoir été chercher la M7. Ça ne veut pas dire que ça va pas baisser encore après. Par exemple, là, regardez, on est allé chercher la M7 et puis on est encore descendu. Hein. Donc, il y a plein de choses à backtester différentes, mais ce qui est certain, c'est que une fois qu'on a réintégré les bandes de Bollinger, on va chercher la M7. Ok. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle? Je vais faire quelques exemples avec vous. Regardez, ça marche à la baisse et à la hausse, mais mieux à la hausse qu'à la baisse. Là, on est sorti des bandes de Bollinger, on réintègre les bandes de Bollinger, on va chercher la M7. Là, on est sorti des bandes de Bollinger, on réintègre les bandes de Bollinger, on va chercher la M7. Là, on est sorti des bandes de Bollinger, on réintègre les bandes de Bollinger, on va toucher la M7. Bon, vous avez compris l'idée, hein. Et si j'en parle, c'est parce que justement, ici, on a initié ça. Vous voyez, on est sorti des bandes de Bollinger, on a réintégré les bandes de Bollinger, et normalement, la hausse ne peut pas reprendre statistiquement avant qu'on ait cherché la M7. Ça fonctionne pas à tous les coups. Hein. Regardez là, on a réintégré les bandes de Bollinger, on n'est pas cherché la M7, on est reparti, on a continué. Ok, mais c'est une sorte de récurrence, encore une fois, que vous devez connaître. Alors, comment ça se trade, ça? Alors, il faut backtester parce qu'il y a beaucoup de choses à évaluer avant. Alors, vous pouvez décider de spéculer à la baisse, ok, en disant, ok, voilà, là, je spécule à la baisse, je vise la M7. En sachant très bien que c'est un take profit qui est évolutif, qui est dynamique, parce que la M7 elle remonte quoi. Hein. Donc parfois vous allez toucher la M7, mais dans des cas extrêmes, ça sera sur le même point que vous êtes rentré à la baisse. Okay, et le stop de protection peut être mis soit juste au-dessus, soit à une même distance, mais vers le haut. Bref, c'est à vous de faire le travail parce que ça dépend des unités de temps, ça dépend de l'actif, mais c'est une sorte de récurrence statistique qu'il faut connaître là par exemple. Je vous donne le dernier exemple c'est produit, voilà, c'est ici. Imaginons qu'on ait réintégré les bandes de Bollinger et que vous décidez de spéculer à la baisse. Dans notre exemple là, vous dites ok, je vise le contact. Alors le contact ça aurait été à 0,95, hein. Enfin plus on attend, plus ça monte, donc plus le take profit est limité. Hein. Bon là pour le coup on s'est enfoncé en dessous, donc c'était bien, mais le stop de protection peut se mettre donc au-dessus. Ok, en cas de même distance, mais vers le haut. Bref, il y a du boulot, mais c'est une piste de travail intéressante, à mon avis. Tout ça pour dire qu'il est plausible que l'on n'ait pas fini de baisser sur le SP500 et qu'on aille chercher la M7. Ok. Ce qui me ramène... Donc, bon, attendez, ouais. Ce qui m'amène à une question qui m'a été posée et qui est super intéressante, super importante. C'est sur la vidéo d'hier. Et c'est Omatoum qui m'a demandé. Il me dit, Trado, avec beaucoup de respect et de sympathie, merci, c'est réciproque, je ne comprends pas ta position pour ton trade en cours. Tu dis, nous sommes dans une phase de chasse au stop, comprendre, ça va monter, et puis que ça va baisser, comprendre, ça va monter, puis ça va baisser, et tu décides de garder le trade en cours, oui, parce que je suis toujours à la hausse. Moi. Si tu penses vraiment qu'il faut prendre TP2 et ouvrir un trade à la baisse et viser par exemple un retour sur la résistance, qu'en penses-tu? Bon, bref, l'idée, Omatoum me dit, attends, tu es en train de dire, bon pour mémoire, hein, moi je suis rentré ici, à 5968, je ne vais pas expliquer pourquoi ça va être trop long, j'ai pris un TP1 ici, et je laisse courir le reste. Mon stop de protection, il est là. Et Omatoum me dit, mais attends, tu es en train de dire que ça va monter un peu, que ça va baisser, pourquoi tu prends pas un TP2 et tu t'adaptes pas? Pourquoi tu laisses ton trade comme si de rien n'était? Et là, pour comprendre, je vais prendre un autre message qui m'a été laissé, non pas hier, mais il y a une semaine ou peut-être même 2 semaines. C'était Adrien qui me disait à l'époque, salut, merci pour ton honnêteté intellectuelle, je t'en prie, c'est la moindre des choses. Pourquoi es-tu encore haussier sur le long terme au vu des portes de saloon? Pourquoi tu passes pas en intraday? Et ça, je vais vous dire à quel moment ça m'a été donné. Ça m'a été donné à peu près ici.
Okay, c'est-à-dire qu'on avait commencé la consolidation. Moi, j'avais dit que ça risquait de baisser et puis que je restais quand même en position. Et effectivement, je suis resté en position, ce qui m'a même pris à terme de prendre mon TP1. Alors, pour bien comprendre, il faut intégrer deux choses. La première des choses, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va se produire. Ok ? Tout ce qui se passe depuis des semaines est le fruit de choses inattendues auxquelles on ne s'attendait pas, que ce soit les frappes sur l'Iran, que ce soit les dernières décisions qui ont été prises par Donald Trump, le fameux TACO, okay? Trump always chickens out, le fait qu'il se dégonfle clairement. Le fait tout ne fait que finalement s'ajouter dans une sorte de millefeuille indigeste, et si on agit au jour le jour en tenant compte, par exemple aujourd'hui, de ce qu'a dit Trump aux Japonais, eh bien on ne fait qu'entrer et sortir, on ne reste jamais en trade. Il y a une seule chose que l'on sait, et encore avec un petit S, c'est ce qui s'est passé sur les 100 derniers trades. Là, je sais que, et c'est pour ça que j'ai acheté, que si j'avais fait ça sur les 100 derniers trades, le résultat plausible était que je gagne de l'argent. Une fois que je sais ça, je me dis, dans quel cas serons-nous maintenant? Je ne sais pas, mais je sais que si je fais encore la même chose, j'ai la certitude, avec des guillemets, et même plutôt deux paires qu'une, que normalement je devrais être gagnant sur une série de 100 trades. C'est tout ce que je sais. Vous savez, je reprends l'exemple parce qu'il y a toujours des nouveaux, c'est comme pile ou face. C'est pas parce que vous avez 50% de faire pile que vous allez faire pile face, pile face, pile face, pile face. Ok, jamais vous allez parier la maison sur un truc comme ça. C'est même pire que ça. Imaginons la fameuse roulette russe. Vous savez très bien que vous avez 5 chances sur 6 de vous en sortir et une chance sur 6 de prendre un pruneau. Est-ce que vous allez jouer à la roulette russe sur la prochain coup avec 100 000 $ ou 200 000 $ ou 300 000 $ à gagner? Non, probablement pas. Parce que même si vous risquez de gagner 300 000 ou 400 000 $ et que vous avez 5 chances sur 6 de gagner, vous savez très bien que le 1 fois sur 6 peut arriver à n'importe quel moment et vous tuer. Et là, c'est exactement pareil. Pourquoi est-ce que je change pas d'avis lorsque les news vont contre moi? Je le fais de temps en temps, mais moi, c'est pas ce que je vous encourage à faire. Si vous êtes des débutants, je vous encourage à faire du trading systématique, c'est-à-dire trouver des récurrences avec des statistiques, avec des backtests et toujours faire la même chose. Ok? Parce qu'au moins, vous avez une logique au truc. Et là, vous avez bien vu que même au pire des nouvelles, j'ai pas lâché prise, j'ai continué à garder mon trade et il se trouve que voilà, 5 jours après, je prenais un TP1 et je suis encore dans le trade. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Je ne sais même plus. Mais on est allé finalement dans le sens des statistiques qui étaient la raison pour laquelle j'ai acheté. Et là, c'est pareil. Vous avez votre croisement M50, M200 dont j'ai parlé précédemment, eh bien il va se passer ce qui va se passer, mais au bout du bout, historiquement, ça devrait permettre de faire R1 cette histoire, on y reviendra demain. Cette histoire de retour sur la M7, qu'est-ce qui va se passer? On va aller chercher la M7 ou pas? Je sais pas, ce coup-ci je sais pas, peut-être que non, peut-être que oui, mais je sais que si je le fais 100 fois, normalement je devrais être dans le vrai plus souvent que dans le faux. C'est plus compliqué que tout ça, mais c'est pour vous expliquer, pourquoi je ne change pas mon fusil d'épaule quand je fais du trading systématique. Je le change lorsque je fais du trading discrétionnaire, mais je le fais pas beaucoup ici parce que c'est trop compliqué. Il faut avoir de l'expérience clairement pour ne pas se laisser abuser par les mouvements de marché. Moi, je vous ai toujours encouragé en tant que nouveau à partir d'un backtest. Alors après, on peut cumuler les deux, c'est toujours pareil. Si vous avez une belle opinion sur l'économie, vous pouvez privilégier uniquement les signaux haussiers backtestés. Ok, on peut filtrer un petit peu, mais il faut que vous ayez quelque chose de concret à vous mettre sous la dent, et le concret, c'est le backtest. Et même ça, encore une fois, quelque chose qui fonctionne 9 fois sur 10, eh bien, ça ne veut pas dire que la 10e fois, ça ne va pas marcher. Vous pouvez très bien avoir 20 fois, et puis avant d'avoir un échec, ou alors avoir 2 échecs d'un coup, et puis ensuite avoir 30 succès. Vous ne connaissez pas la séquence. Ok? Donc voilà pourquoi je ne change pas mon fusil d'épaule. Je laisse le marché choisir pour moi. J'ai déjà pris un TP1. Mon stop loss, il est là, et puis on verra. De toute façon, même si je fais sortir ici, voilà, j'aurais gagné ça sur ma position gagnante. J'aurais perdu ça sur ma demi-position perdante. On verra. Ok, parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas.
Je suis trop lent, donc j'enchaîne. Donc si vous êtes haussier, ben, vous pouvez acheter maintenant. Mais étant donné qu'on risque de consolider bientôt, notamment avec ce retour à la M7, soit vous attendez un retour ici, vous achetez là, stop de protection en dessous, soit vous dites que vous achetez maintenant, mais on est loin du stop de protection. Avec le stop de protection ici, c'est... Bon, pourquoi pas, hein, tout est possible, mais c'est un peu loin, je trouve. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez spéculer à la baisse maintenant, soit vous mettez un stop de protection large, en disant on risque de faire une touchette avant de redescendre, donc stop de protection assez large. Vous avez le droit d'avoir un ratio gain risque inférieur à 1, c'est pas interdit. Soit vous prenez un stop de protection serré, ok, c'est possible aussi. On va regarder le Nasdaq, je suis vraiment trop lent aujourd'hui. Le Nasdaq a bien perdu, il a perdu 1%, je l'ai expliqué. On devrait toucher la M7 aussi à mon avis. On a toujours une vague de Wolf sur le SP500, il faut que j'en parle demain. Si vous voulez acheter, vous pouvez acheter maintenant. Moi j'attendrai plutôt un retour sur cette zone si on y va. Ok, stop de protection en dessous. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez parier sur le comblement du gap. Ok, stop de protection en dessus, je pense que ça se tient. Et sinon rien de neuf. Et pour le CAC 40, c'est pareil, c'est mou, mais c'est mou pour une raison assez particulière, hein. C'est qu'on n'a plus de structure clairement établie sur le SP500. Le CAC 40 a des pics ascendants, des creux descendants. On est ouais, on tergiverse. Ça ne nous empêche pas d'acheter éventuellement, on peut acheter. Pareil sur le feu, on a bien rebondi ici, hein. Soit stop court sous le gap, soit stop large en cas de clôture sous la structure. Si vous avez un biais baissier, c'est difficile de spéculer à la baisse là, à moins que vous ayez un backtest, quelque chose. Moi j'attendrai un petit peu, ou alors soit j'attends que l'on remonte, je spécule à la baisse une fois qu'on est dans la zone, soit j'ai un signal, soit j'attends que l'on casse. En cas de pullback, je spécule à la baisse. Voilà. Ok. Et puis on verra. Pour l'instant, je ne sais pas. Voilà. Merci à tous. Vous pouvez liker, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez regarder ce qu'il y a dans le club des Tradosoriens. Mais encore, merci encore aux dizaines de nouveaux membres du club des Tradosoriens. À demain pour la mise à jour. Ah, et vous avez une vidéo très importante sur l'or. Mathématiquement, combien faut-il avoir d'or dans son portefeuille? Très important. Au-delà des idées reçues, vous allez voir, c'est surprenant.